Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Box Attitude. J'espère que vous allez bien et pour commencer, je tiens à m'excuser de cette absence qui s'est un petit peu prolongée. C'était contre ma volonté, j'aurais beaucoup aimé vous faire un petit peu plus de réactions, de sujets box ces derniers jours, mais c'était un peu compliqué. On va revenir avec un petit comment va la boxe. Donc comme à notre habitude, on revient sur l'actualité des derniers jours, des dernières semaines de la boxe anglaise. Donc en ce début d'année, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs combats intéressants et comme vous le savez, on commence par les plus petites catégories et on remonte jusqu'à ce qu'on arrive au poids lourd, si jamais il y a des choses intéressantes à dire chez les poids lourds. Le plus bas aujourd'hui par lequel on va commencer, c'est la catégorie des poids mi-mouche, donc moins de 49 kilos à peu près. Et on a eu Kenshiro Teraji qui défendait ses ceintures chez lui au Japon contre son challenger qui s'appelait Carlos Canizales. C'est un combat assez impressionnant que je vous invite vraiment à découvrir dans son entièreté, bien sûr. Essayez le plus possible de ne pas aller vers les highlights, vers les résumés des combats. Même si je sais que c'est tentant, on gagne du temps, voilà, ça nous tient un petit peu au courant et puis on voit des images spectaculaires, c'est vrai, mais à mon humble avis, c'est pas mon humble avis, c'est mon avis d'amoureux de ce sport, de puriste, on peut le dire, je suis un satané puriste. Ça enlève beaucoup de contexte de regarder des highlights, donc je vous invite vraiment à découvrir ce combat complet. Ce combat, je ne l'ai pas vu dans les meilleures conditions. Comme je vous disais, ces derniers jours, c'était un petit peu compliqué pour moi. Je ne l'ai pas vu dans les meilleures conditions et donc en le regardant comme ça, sur mon mobile, posé, en étant à droite à gauche, à la fin du combat, je me suis dit, cette victoire au point de Teraji contre Canizales, je sais pas, elle me laisse un petit arrière-goût, une petite amertume. Donc, il faut que je revoie ça un peu plus à froid. C'est ce que j'ai fait, je l'ai re-regardé là ce matin avant de vous tourner cette vidéo et j'ai scoré les rounds. Finalement, malgré ce sentiment que j'avais, il est vrai que j'estime, après avoir revu le combat, que Teraji mérite quand même sa victoire. Voilà, il mérite de conserver ses ceintures et que le challenger, malgré toute sa bonne volonté et toutes les difficultés qu'il a données à Teraji, Canizales, pour moi, ne devait pas remporter les ceintures. Teraji, ce qu'il nous a montré dans ce combat-là, il a été mis en difficulté, il a été touché, il a été envoyé au tapis, même dans ce combat. Donc, bien sûr, si jamais vous ne l'avez pas vu, passez, accélérez un petit peu si vous voulez avoir vraiment le contexte du combat et de le découvrir. Mais j'espère que vous aurez déjà stoppé la vidéo avant ça pour aller le regarder. Il est disponible sur YouTube. Vous le retrouverez assez facilement. Et je trouve que ce qui a mis en difficulté Teraji, c'est, bien souvent avec l'école japonaise, même si c'est une école de boxe qu'on aime, parce qu'elle est divertissante, elle est spectaculaire, ça, il n'y a pas de souci. Et surtout, elle est très offensive. Mais pour avoir une boxe aussi offensive, il sacrifie beaucoup, à mon sens, le côté défensif. Et ils ont quasiment pas, en fait, de technique de défense quand tu es face à un adversaire qui arrive à te toucher, qui arrive à te timer, qui arrive à prendre le dessus sur toi. Et il y a des rounds où Teraji prend beaucoup trop de coups, vraiment, il prend beaucoup trop de coups, et des coups nets, c'est pas des coups du tout forcément avec une grosse préparation, avec des feintes, ou non, il prend des coups, on a l'impression que ça rentre comme dans du beurre sur certains rounds. Ce qui m'a impressionné dans ce combat-là, c'est les différentes attitudes de Teraji. Quand il va être envoyé au tapis, il va remettre encore un coup d'accélérateur, être encore plus offensif, et puis finalement, il va quand même changer un petit peu de stratégie et opter pour toucher, se déplacer. Ce qui n'est pas trop la boxe japonaise. La boxe japonaise, c'est une boxe où vraiment tu mets la marche avant, tu vas travailler beaucoup en 1-2 en ligne, mais tu vas tout donner sur le bras arrière, quitte à tomber un petit peu sur tes coups, mais c'est pour vraiment envoyer le maximum d'énergie, de puissance vers l'avant, c'est-à-dire que vraiment c'est cette mentalité de tout vers l'avant. On y va, et on va
faire plier l'adversaire. Teraji, face au profil qu'il avait face à lui, il a dû changer un petit peu de tactique au fil des rounds. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaud, j'avais ce sentiment de « Ah, est-ce qu'il n'est pas en train de perdre son combat ? Est-ce qu'il n'a pas lâché ?» Et qui montre par ses signaux que Canizales remportait les rounds. Mais au final, non, je me suis vraiment posé pour compter et me dire « Non, quand même, Canizales, pour moi, même s'il touche pas mal, dans l'ensemble des rounds, c'est pas lui qui contrôle vraiment le round, l'ensemble du round. Donc c'était compliqué. Le combat est très serré, mais c'était compliqué quand même de lui donner la victoire. J'estime, voilà, après avoir regardé 2 fois le combat, j'estime que non, quand même, Teraji méritait cette victoire. Je pense que ce qui a posé problème à Teraji, c'est que Canizales, bien qu'il soit plus petite taille, il fait petit trapu comme ça, mais il a une assez grande allonge. Et en fait, souvent, Teraji, on remarque qu'il est surpris parce qu'il n'est pas à la bonne distance. Et qu'en fait, il se fait toucher et qu'on a l'impression qu'il est un peu presque relâché parce qu'il se dit non mais là, je ne vais pas me faire toucher, je ne vais pas me faire contrer. Et le coup arrive et il est comme surpris par le coup. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit au fil des rounds. Après, il fait beaucoup plus d'esquives, il accompagne du menton pour pas être touché, parce que ça y est, en fait, il a compris que non mais là, tu vas pas m'avoir, tu m'as eu pendant la première partie de combat, mais maintenant, je vais arrêter de rentrer dans ton piège, en fait, et à chaque fois de me faire toucher. Bon, voilà, c'est encore une fois mon ressenti sur ce combat-là. Vous me direz, bien sûr, dans les commentaires ce que vous avez pensé. Je passe à la catégorie des supercoques. Il y a une information qui est plus qu'une rumeur. Voilà, aujourd'hui, on aurait le 2 mai Naoya Inoue qui défendra ses ceintures, donc toutes ses ceintures dans la catégorie des supercoques. Je n'ai pas précisé qu'on est chez les supercoques, donc moins de 55 kilos environ. Et donc, il défendrait ses ceintures contre le Mexicain Luis Neri. Personnellement, j'aurais préféré une défense de titre de la part de Naoya Inoue contre le Philippin John Riel Casimero. Parce que c'est un combat qu'on attend depuis longtemps. C'est une opposition de style qui pourrait être hyper excitante. Je sais que c'est l'un des combats de rêve de mon ami Vincent. Mais moi, je dois avouer que aussi, maintenant, c'est devenu un peu mon combat le plus attendu, même si moi j'ai le fou rêve, le doux rêve de voir Naoya Inoue monter chez les plumes et d'avoir Inoue contre Mauricio Lara. D'ailleurs, Mauricio Lara qui a annoncé son combat retour, je ne l'ai pas noté dans mes fiches, j'y pense là parce que je l'ai vu passer sur les réseaux, on en parlera plus tard. Donc voilà, ça c'est mon doux rêve personnellement, mais si on reste dans la catégorie des supercoques, c'est vrai que ce combat entre Inoue et Casimero m'aurait beaucoup plu, mais attention, Luis Neri, c'est quand même très intéressant. Ça va être un beau combat. Même si je ne vois pas Neri favori dans cet affrontement-là, on aura l'occasion d'en reparler, mais ce n'est pas tout de suite. Et surtout, en mai, il est fort probable que je sois au Japon pour filmer Abdel Benaïcha, qui a quelquefois fait la rubrique Comment va la boxe avec moi, qui était sur les émissions de la Justice League où on parle des combats, le jeudi soir, juste avant les week-ends de boxe, on se fait un débrief tous ensemble, on fait cette émission en direct. Et Abdel, en ce moment, il est au Japon. Il bosse dur pour obtenir un combat et donc il est possible que ça tombe en mai. Donc vous imaginez bien, si je suis au Japon au moment où Naoya Inoue boxe, même si je ne suis pas dans la salle, parce que je pense que ça va être assez compliqué d'obtenir des billets, mais qui sait, ça serait quand même fantastique. Bref, passons aux autres informations, aux autres événements box qui se sont passés. Alors, ce 28 janvier, donc ce week-end, on a eu en France, au casino de Deauville, une soirée box qui est assez intéressante et c'est vrai, elle est peut-être passée un petit peu inaperçue. Après, si vous suivez pas mal de pages françaises, ils ont quand même relayé l'information, et surtout si vous suivez les boxeurs. On a eu le championnat de France des super légers. Donc les super légers, c'est moins de 63,5. Et on a eu Souleymane Kartoum qui affrontait Hassan Hamzil. Alors Hassan Hamzil, vous vous rappelez peut-être de lui, il faisait partie de la team solide. Souleymane Kartoum, moi j'avais eu l'occasion de commenter un de ses tout premiers combats. Il était tout jeune professionnel et donc je travaillais pour une plateforme avec qui je ne travaille plus aujourd'hui et que je ne citerai pas pour des raisons qui sont passées en privé. Même si ça a été rendu public sur les réseaux sociaux, c'est pas des gens qui partagent mes valeurs, donc je ne les citerai plus. Et aujourd'hui, je travaille plus avec eux, mais
j'avais eu donc l'occasion de rencontrer Souleymane Khartoum qui m'avait fait très forte impression. J'avais trouvé il avait une très belle boxe. Et par la suite, il avait combattu, si vous vous souvenez, en sous-carte de Tony Yoka contre Djeko. J'avais pas pu voir son combat parce que moi j'étais dans les coulisses à ce moment-là, j'étais dans les vestiaires avec un boxeur que j'accompagnais, Saad Farad. Je faisais un cœur de boxeur sur lui. Donc cœur de boxeur, ce sont ces reportages où j'accompagne les boxeurs. C'est ce que je veux faire avec Abdel au Japon. Et il avait fait un gros combat contre Essabé, alors que tous les deux étaient au tout début de leur carrière. Et je pense qu'il est important de féliciter les combattants comme Souleymane Khartoum, comme Essabé, qui prennent des risques. Et aujourd'hui, franchement, Souleymane, il a enchaîné les combats. Il est devenu professionnel seulement en 2020. Hein. Rappelez-vous quand même les conditions difficiles en 2020 pour les boxeurs. Et aujourd'hui, il est quand même c'était son 13e combat professionnel. Donc il fait un match nul pour un championnat de France contre Hassan Hamzil. Donc voilà, je tiens à féliciter ces combattants. Et au-delà de les féliciter, parce que je les félicite parce qu'ils boxent, c'est pas ça vraiment qui a à féliciter. Mais en tout cas, le mot que je voulais dire, c'était les mettre en avant. Voilà, les mettre en avant et parler d'eux. Dans cette soirée-là, on a quand même eu Milan Prat qui a combattu. Alors Milan Prat, alors attendez, je commence un peu par les autres. Gustave Tamba qui a combattu aussi, donc qui a gagné par KO dès la première reprise. Donc force à lui, je vous invite à le suivre sur les réseaux. Gustave Tamba, c'est un combattant que j'aimerais bien interviewer cette année parce qu'il a une carrière assez intéressante et donc j'espère que j'aurai l'occasion de l'interviewer. Il y avait aussi Maëlys Gangloff qui était dans cette réunion et qui a gagné au point. Alors, pourquoi j'ai retenu son nom et je vous en parle, cette boxeuse, c'est parce qu'il y a 2 ans environ, elle a fait une interview sur la chaîne YouTube Parlons peu, parlons boxe, le talk du peuple. Donc voilà, ça c'est le nom de la chaîne. Et je vous invite à la voir, c'est une interview qui est très très intéressante, très enrichissante, où ils abordent à peu près tous les sujets d'une femme qui fait de la boxe. Donc c'était très très pertinent. Maintenant, revenons à Milan Prat, parce qu'il faut qu'on se pose 2 secondes sur notre cher Milan Prat. Milan Prat, il enchaîne, et j'ai pas fini de parler de lui dans cette vidéo. Il enchaîne parce que je vous rappelle qu'il a eu un KO très dur en fin d'année 2023. Il revient 2 mois après, même pas 2 mois après, 1 mois et demi après. Et moi j'avais peur. Je vous le répète encore une fois, j'avais peur quand il fait son retour. Contre pas n'importe qui en plus. Et il fait un très bon combat. Il gagne au point contre Alfonso Blanco à Marseille. C'était une soirée avec beaucoup d'exposition, une mise en avant. C'était sur DAZN, c'était très bien pour lui. Et là, il enchaîne encore. Alors que je disais que, maintenant, j'avais dit, rappelez-vous, Milan, prends du repos, s'il te plaît. Non. Il veut pas prendre du repos. Et donc, le 28, il était à l'affiche. Il a gagné par KO dès le 2e round. Contre un invaincu. Il a mis KO un invaincu. Alors, je ne connais pas vraiment le boxeur, son parcours et qui il a battu. C'est un boxeur nigérian. Mais quand même, ça lui permet de continuer de grimper dans les classements à Milan Prat. Et quelle activité! Attends, le mec, il boxe en octobre, il boxe en décembre, il boxe en janvier, et il reviendra en fin février. Mais ça, on en parle un petit peu plus tard. Milan Prat, c'est dingue. Milan Prat, il faut absolument qu'on l'interviewe, qu'on fasse un truc en direct avec lui, parce que je suis sûr que même vous allez avoir 1000 questions à lui poser. À notre cher Milan, force à lui, Milan Prat. Donc voilà, mais Milan, pense à te reposer un peu quand même, t'as le droit, je sais qu'il faut remplir le frigo, ok, c'est normal, mais bon, la boxe, c'est quand même un travail difficile et ingrat, donc tu mérites du repos, en tout cas, t'en as le droit. On reparlera de lui un tout petit peu plus tard. Chez les poids welter, on a eu le combat entre Natasha Jonas et Mikaela Mayer, donc championnat du monde féminin IBF. Et j'attendais impatiemment ce combat-là que, encore une fois, je n'ai pas pu voir en direct. J'ai dû le rattraper, voilà, je me répète, mais dans des conditions un petit peu compliquées. Et là, pareil, je le regarde, je me dis, oh, mais c'est un vol. Mikaela Mayer, qui perd au point contre la championne en titre IBF, Natasha Jonas. Donc Mikaela Mayer est montée de catégorie, c'était pas un poids welter, elle montait. Et donc elle tentait pour la première fois de redevenir championne du monde dans une nouvelle catégorie. Et je me dis, c'est un vol. Alors moi, je suis pro Mikaela Mayer. J'aime beaucoup Natasha Jonas aussi. Mais c'est vrai que je suis pro Mikaela Mayer. Ça fait partie de mes combattantes préférées. Et j'ai revu le combat à froid. Je donne quand même match nul. Même si je trouve que Mayer je préfère le combat que fait Mayer. Je dois reconnaître que ça reste très serré. Que Natasha Jonas, elle fait quand même un très bon combat. Même si moi, ce qui m'agace, c'est les accrochages. Et maintenant, il faut vraiment que les arbitres mettre des points de pénalité. Il faut qu'ils soient plus sévères. Parce que, en fait, je trouve que ce qui est injuste,
c'est que ce que tu gagnes quand tu fais des accrochages, c'est-à-dire que tu coupes l'action de ton adversaire, tu récupères. Voilà. Mais surtout, c'est couper le rythme. Au-delà de récupérer, parce que c'est quand même fatigant aussi d'accrocher et tout, mais en fait, tu coupes l'action de ton adversaire. Et en coupant l'action de ton adversaire, tu l'empêches d'impressionner les juges à chaque round. Et moi, ça m'agace. Donc, il faut que les arbitres, ils rééquilibrent la balance en étant plus sévères. Et il faut mettre des points de pénalité. Parce que c'est pas possible sinon. Moi, c'est un truc qui m'agace énormément. Donc voilà. Mais bon, j'ai fait ma petite aparté. Je trouve quand même que voilà, en pointant les rounds, même si c'est très serré, j'ai un match nul. Donc, à quelque part, c'est pas mérité pour moi la défaite de Michael Mayer. Voilà, je reste sur ça. Mais alors, j'ai pas beaucoup regardé les réseaux, je vous avouerai, ces derniers jours. Je n'avais pas trop la tête à ça. Mais vous me connaissez et je ne peux m'empêcher d'aller quand même voir un peu ce qui se passait. Et j'ai vu que ça a fait beaucoup polémique quand même. Donc, je pense qu'il y aura une revanche d'ici quelques temps parce que ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, surtout anglo-saxons. Dans la catégorie des super Walter, donc moins de 69,8, on va dire, moins de 70 kilos à peu près. Le 30 mars, nous aurons une très très belle soirée de boxe. J'ai déjà fait une vidéo spécialement pour les membres de la chaîne, où je parle un peu de cette soirée. On aura Tim Tszyu qui affrontera Keith Thurman. Dans cette carte, on aura aussi Sebastian Fundora, on aura Erislandy Lara, on aura Rolando Romero qui affrontera Isaac Cruz. Donc c'est une carte qui m'intéresse énormément. On a encore un peu de temps avant d'en parler, mais celle-ci, je peux vous garantir que on va en causer et j'ai hâte. Si ça vous intéresse, sur la chaîne principale, donc pas cette chaîne, sur la chaîne principale, vous pouvez devenir membre et il y a des petites vidéos exclusives qui sortent un peu comme ça, comme cette avant-première à cette soirée boxe. Chez les super moyens, on a eu Jem Munguia qui a arrêté, qui a stoppé John Ryder. Victoire très impressionnante. J'ai décidé d'en faire une vidéo à part, pas vraiment sur ce combat-là en particulier, mais sur les super moyens, ce qui se passe chez les super moyens. Donc chez les super moyens, je vous rappelle que c'est moins de 76 kilos environ. Je suis obligé de vous dire environ à chaque fois parce que c'est pas exactement ça. Donc je vous dis environ, voilà. Là, c'est 76 200, voilà, 200 grammes pour être précis. Mais donc je vous dis à chaque fois environ. Parce qu'il faut quand même être assez juste et précis quand on fait des vidéos comme ça. Donc on en reparlera, c'est quand même une grosse victoire de Jem Munguia, c'est pas rien. Moi j'avais même en tête, donc j'ai pas fait de vidéo sur le sujet tout ça parce que je ne pouvais pas, mais je me disais, il peut perdre ce combat-là, il peut le perdre contre John Ryder. Et la manière dont il gagne, franchement c'est quand même très impressionnant. Ceci étant dit, ah oui, juste un petit mot pendant que je parle de ça. Il faut que les promoteurs de boxe arrêtent de monter sur le ring quand leurs combattants remportent la victoire et de célébrer comme s'ils faisaient partie de la team. Parce que ça sonne faux. Ça se voit qu'il n'y a quasiment aucune complicité avec le boxeur qui a remporté la victoire. Et eux, ils surjouent d'être heureux. Les promoteurs, restez assis. Alors je parle parce que c'est Oscar de la Hoya qui s'est jeté comme un fou et tout sur le ring. Mais on a ça aussi avec Eddie Hearn et tout. Ils le font tous. Restez assis. Voilà. Bien, laissez vos fesses bien au chaud sur vos sièges. Et laissez vos combattants célébrer. C'est bon, vous nous fatiguez. Vous êtes là à la pesée, vous vous mettez au milieu. Bientôt, ils vont être là pendant qu'on va annoncer les combattants et c'est eux qui vont se mettre derrière. C'est bon, ça suffit maintenant. Vous nous cassez les pieds, vous êtes là aux conférences de presse, vous êtes là partout. Laissez les combattants et leur team célébrer. C'est pas vous qui remportez la victoire. Voilà, c'est le combattant et sa team. Ils sont fatigants. Bref, voilà. Oh, je fais des petits coups de gueule dans mon retour, dans cette vidéo. Donc, juste Munguia Ryder, Munguia particulièrement, j'en parle dans une vidéo qui sortira aujourd'hui sur la chaîne principale. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça va sortir. Je vais essayer de faire que le podcast et cette vidéo sortent en même temps. Je vais essayer. Quelques informations en bref maintenant. Le 22 février 2024, au Zénith de Paris, on aura le combat Ahmed El Moussaoui contre Bakary Samaké. Dans la même carte, on aura Milan Prat, encore lui, et Cédric Vitu. Alors, ce combat entre El Moussaoui et Samaké, il est très très intéressant. Je suis super curieux d'aller voir ce combat. J'ai beaucoup hésité à y aller. Je ne peux pas y aller. Vraiment, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai vu... Donc, je vous mettrai la billetterie aussi. J'ai vu les prix, c'est quand même un peu cher, je trouve. Et enfin,
c'est cher pour quelqu'un comme moi qui doit se payer le déplacement, l'hôtel, parce que si j'y vais pour ce combat-là, je ne peux pas rentrer directement, et plus les billets du gala, ça fait beaucoup, je trouve. Et je trouve que quand même, parfois j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas trop compte, et les billets pour ce genre d'événement, il faudrait quand même qu'ils fassent des prix un peu plus abordables. Ça fait plusieurs fois où je me fais la remarque, où je trouve que les soirées boxe en France, c'est trop excessif. C'est trop excessif. Donc voilà, mais ça, ce n'est que mon avis. En tout cas, ce combat-là, oui les gars, je voulais y aller. Oui les gars, je voulais y aller. C'est ce combat-là, je vais être devant ma télé. Ce combat-là, je vais le regarder. Ce combat-là, j'ai hâte de le voir. C'est le 22 février, donc encore une fois, on aura du temps pour en reparler. Ok, c'est pas maintenant que je vais vous en faire un débrief. Je tenais à vous le dire et surtout, je tenais à vous partager la billetterie parce que malgré ce que j'ai dit, j'aimerais bien que ça soit plein. Je veux pas que ça soit encore un événement où voilà, il y a des places qui sont invendues. J'aimerais bien que ça soit plein. Si vous avez le pouvoir d'achat, n'hésitez pas à y aller. Voilà, n'hésitez pas à y aller parce que ça vaut le coup d'y être. De toute façon, c'est simple. S'il y a un combat cette année 2024 où tu dois être, en anglaise, je parle en boxe anglaise, c'est El Moussaoui Samake. Voilà, c'est dit. Si tu dois être à une réunion, c'est celle-ci. Bien sûr, je te dis ça sans savoir ce qui va se passer dans l'année. Mais là, ça fait déjà plusieurs mois que je sais, que je suis convaincu que c'est la soirée où il faut être. Et c'est pour ça que je voulais y être. Voilà, mais bon, malheureusement, je ne pourrais pas y être. Le 12 avril, on aura encore une belle soirée. Au Zénith de Nantes, David Papo contre John Miguez. Et on aura aussi, dans cette soirée, Loïc Tajan contre Terry Lecouvier. Donc, je vais essayer d'avoir David Papo pour faire la promotion de cet événement. Encore une fois, moi, je n'invite aucun promoteur, je n'invite aucun diffuseur. J'ai décidé de ne pas faire ça sur ma chaîne, sur mes médias. C'est pas à eux que je vais donner la parole, je vais donner la parole aux boxeurs. Par contre, les boxeurs sont les bienvenus sur mon média. Je ne repartage aucun promoteur qui m'identifie sur les réseaux. Je n'ai pas envie. Voilà, je n'ai pas d'envie. Mais voilà, 12 avril 2024, encore une fois, je vous mets la billetterie, si vous voulez aller voir cet événement-là. David Papo mérite qu'on vienne le soutenir. Tajan Lecouvier, c'est un combat qui promet d'être intéressant aussi. Je vous invite à aller voir ce gala parce que ça peut être un beau gala de boxe. Donc voilà, la billetterie est disponible. Encore une fois, j'espère que ça sera complet. C'est important. Pour le coup, j'ai pas regardé les prix. J'ai pas regardé si c'était cher ou non. Nantes, c'est encore plus compliqué pour moi d'y aller. Mais c'est le genre de gala où j'aurais aimé être. Voilà. Ceci étant dit, n'hésitez pas à aller vous prendre les places. Vraiment, moi, j'y gagne rien. Les gars, j'y gagne rien à vous dire d'aller acheter les places. Mais si, le truc que j'y gagne, c'est quand je suis devant ma télé et de me dire « Ah bah voilà, c'est rempli. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. » Parce que je suis tellement jaloux des Anglais qui font foule, qui mettent une ambiance de folie dans leur gala de boxe, que bah, moi, je suis un petit peu triste. Voilà, je suis un peu triste quand je vois des galas français et que il n'y a pas grand monde. Quelques combats à venir, rapidement, je sais quoi, je vais juste parler de ce week-end. Ce week-end, on aura Joshua Buatsi qui va affronter Dan Aziz. Alors, je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Dan Aziz, moi je l'avais découvert lorsqu'il avait combattu donc en sous-carte de Tony Yoka. J'étais présent lors du combat contre Takam où c'était un peu une soirée France-Angleterre. Et il avait été assez impressionnant. Enfin, voilà, donc c'est un combat que je vais regarder. Ouais, je pense que je vais le regarder quand même. Et on aura le retour de Conor Benn aussi, qui fait son retour comme si on nous le vend sur les réseaux, comme si c'était le retour après, tu sais, une blessure, ou qu'il était arrivé un truc. Enfin, il a quand même été condamné pour dopage, hein, je veux dire. Donc ce retour, tu sais, vraiment, où ils mettent le paquet pour son retour, je trouve ça, mais tellement... c'est quoi le mot, tu sais, un peu indécent. Tu vois, tu sais, il y a un peu un truc de genre, on se fout de ta gueule, mais alors on y va à 100%, tu vois, vraiment, c'est que on t'en met plein la gueule du foutage de gueule, quoi. Bref. Donc moi, ça m'agace un petit peu, ce truc-là, de le faire revenir comme si c'était pas, genre, il avait pas été fautif, quoi. Parce que, alors, bien entendu, il a été blanchi. Il a été blanchi, c'est vrai. Mais bon, voilà. Il y a d'autres très très beaux combats qui arriveront en ce mois de février. Je vais en rester là. Je ne vais pas faire forcément un podcast qui sera trop long. Voilà, là je pense que c'est juste ce qu'il fallait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!
Et n'hésite pas à t'abonner, à liker le podcast, comme ça fait longtemps que j'étais absent. Je pense que ça va être un petit peu difficile qu'il soit mis en avant. Donc si tu peux le liker, le commenter, et encore mieux le partager si par hasard quelqu'un tient un média ici, ou même sur tes réseaux personnels, mais c'est vrai que si quelqu'un tient un média box et peut repartager mon podcast, franchement, ça fait toujours un petit quelque chose de se dire, bon voilà, on se serre les coudes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting.